Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais, notamment la conférence de presse de Pierre Sage, devenue un peu indispensable puisque responsable de 2 victoires consécutives, ce qui nous est pas arrivé depuis des mois et des mois, mais bon, je crois qu'il ne faut pas céder à l'enflammade, et d'ailleurs vous connaissez un petit peu la personnalité de Pierre Sage et vous savez que lui-même ne cède pas du tout à l'enflammade. Je crois qu'il est conscient que pour retrouver un Olympique Lyonnais conquérant avec du jeu, il va falloir du temps. Alors la question est de savoir, est-ce que il aura le temps? Est-ce qu'il va être prolongé jusqu'à la fin de la saison? Il est évident que le résultat du prochain match face à Nantes va beaucoup compter. Une victoire, je pense, vraiment lui permettra de continuer. Par contre, il faudrait quand même se poser la question, est-ce qu'un match nul, alors ça dépend aussi du scénario du match, mais est-ce qu'un match nul ou pire, une défaite pourrait remettre en cause un petit peu la hype? Parce que mine de rien, sur son mandat, il y a du bon, les deux victoires. Mais il y a aussi un naufrage à Marseille et un match pas tellement maîtrisé, même si on a vu quelques bonnes choses à Lens. Je dirais que le fond de jeu est très très embryonnaire. D'ailleurs, même notre victoire 3-0 face à Toulouse, on va pas dire que c'est du super beau jeu. C'est, on va dire, une sorte de pression mise sur le but adverse. Mais je veux dire, dans la construction, c'est pas gégène. Contre Monaco, c'est une victoire de la solidarité, mais là aussi dans le jeu, d'ailleurs on a vu, moi qui commentais le match, j'étais très très frustré parce qu'on voyait qu'il y avait des possibilités dans le jeu de transition de faire mal à cette équipe de Monaco. On y est parvenu avec des joueurs qu'on n'attendait pas, mais peut-être on aurait pu marquer plus tôt dans le match. Donc je dirais que il ne faut surtout pas s'enflammer. Moi je n'exclus pas, je ne le souhaite évidemment pas, mais je n'exclus pas, on va dire, une déception face à Nantes, qui est une équipe qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. C'est une équipe qui met énormément d'intensité dans ses matchs. Donc je pense qu'effectivement ne pas s'enflammer, ne pas penser que on est sorti de la crise. Moi je ne le pense pas. D'ailleurs, plusieurs s'alarment dans les commentaires en disant il paraît que l'OL finalement va rester très modeste sur le mercato de janvier. Je pense que ce serait une erreur. Il ne faut pas penser que parce que Jeffinho a mis un but, ça efface 12 mois de Jeffinho. C'est pas parce que Maitland Niles a fait 18 minutes très intéressantes que ça efface tout le reste, même si je trouve qu'il a vraiment changé sur le plan physique. La réalité, c'est qu'on a un Ryan Cherki qui ne fait rien de bien, qu'on a un Nuama qui est extrêmement brouillon. Je rappelle quand même que ces joueurs-là, Cherki n'a pas marqué, il est titulaire. Il n'a pas marqué un but depuis le début de la saison. Il a fait une passe décisive sur Alvero, qu'on appelle passe décisive, mais bon, à mon avis, un peu généreuse. Mais bon, passons sur ce sujet. Nuama a mis un but. Une ou 2 passes D, ok, mais bon, si on veut être ambitieux, évidemment, il faut des joueurs qui soient quand même beaucoup plus efficaces. Lacazette, lui, a retrouvé une efficacité face à Toulouse, mais bon, face à Monaco, il a été essentiellement utilisé à des tâches défensives et de récupération. Donc les problèmes ne sont pas réglés parce qu'on a gagné 2 matchs. Si le jeu était flamboyant et que ces victoires étaient le résultat d'un jeu flamboyant, je dirais banco, on continue. Mais je pense que les problèmes demeurent. Donc je crois qu'il ne faut pas s'enflammer et l'OL a besoin de recruter à des postes stratégiques, notamment des postes offensifs, des postes au milieu du terrain, et a aussi besoin, et ça je dirais que ça va au-delà du sport, de se délester de salaires absolument délirants. Donc non, c'est pas parce qu'il y a eu 2 victoires qu'il faut penser que la machine est relancée. Personnellement, je ne le crois pas. Il y a un progrès, c'est évident. Il y a plus de solidarité. Ça, c'est vraiment la réussite de Pierre Sage. Mais avec le jeu que l'on produit jusqu'à présent,
je crois qu'il ne faut pas escompter bien mieux. Donc bon, il y aura de toute façon des vidéos sur le mercato, donc on aura le temps de parler de tout ça. Alors justement, je dois dire que ce matin j'ai été pris de court puisque la conférence de presse était annoncée à midi, puis ensuite à 13h. Et finalement, je n'ai vu que celle de Pierre Sage, donc je ne peux évidemment ne parler que de cette conférence de presse. Bon, après c'est Maxence Cacré qui était convié, donc on sait que Maxence Cacré c'est un robinet d'eau tiède, donc je ne pense pas qu'on aurait appris grand-chose. Alors justement, Pierre Sage lui-même le dit, l'OL n'est pas guéri. On sera guéri quand on aura atteint l'objectif. Et d'ailleurs, il a défini l'objectif, et l'objectif c'est le maintien. C'est-à-dire que lui ne pense pas que parce qu'on a gagné 2 matchs, on est parti, on va prendre 2 points par match et finir européen. Alors peut-être que ce sera le cas, j'en serais ravi, mais en tout cas, lui ne voit pas les choses comme ça. Et en fait, il veut axer sa méthode sur 2 valeurs essentielles. La joie, donc la joie c'est la joie de marquer, la joie de gagner, la joie d'avoir de la liberté sur le terrain, mais aussi les valeurs, et les valeurs c'est la discipline et la cohésion. Et en fait je trouve que le match de Monaco c'est exactement ça, et d'ailleurs d'une certaine manière c'est presque l'incarnation de ces 2 valeurs, les valeurs donc de discipline, de cohésion et la joie et la liberté, tout simplement parce qu'il dit oui, on marque en fin de match, mais on marque en fin de match grâce aux remplaçants, ce qui est déjà une bonne chose. Ça veut dire qu'ils étaient quand même mobilisés et qu'ils peuvent se dire dans les prochains matchs, même si je suis remplaçant, j'aurai un rôle dans l'équipe qui pourra me déclencher beaucoup de plaisir et de plaisir aux supporters. Mais si on en arrive là, c'est aussi parce que les titulaires se sont sacrifiés pour préserver le point du match nul jusqu'au moment où on marque, donc à peu près à la 85e. Donc lui voit ça comme un tout. Et d'ailleurs il note, alors moi je n'ai pas vu cette vidéo de joie dans les vestiaires, mais il note que les 2 joueurs qui menaient les chants dans les vestiaires étaient 2 joueurs qui n'avaient pas joué une seule minute. Alors je ne sais pas qui c'est, vu que je n'ai pas vu ça, mais en tout cas lui voit ça comme un symbole de ce groupe. Alors on peut en déduire d'autres choses d'ailleurs de cela. C'est que ceux qui ne sont pas dans le groupe ne sont pas du tout dans cet état d'esprit. Et je pense notamment à Shkelly Alvero, qui est un cas quand même très étonnant, puisque le joueur, vous le savez, avait eu un retard pour le match de Brest. Il devait être titulaire pour la première fois lors de ce match avec Fabio Grosso, et il est en retard à la causerie, donc du coup il est écarté. Sur tous les matchs suivants de Fabio Grosso, il est titulaire. Et là, arrivée de Pierre Sage, et le gars n'est même plus dans le groupe. Il faut savoir qu'il a joué cette semaine avec la Nationale 3. D'ailleurs, ils ont perdu. Et je crois qu'il a fait des boulettes. Donc bon, je ne sais pas, je n'ai pas vu, c'est les rapports que j'ai lus. Et en plus, il s'est blessé, donc lui ne sera pas là contre Nantes. D'ailleurs, petit point médical, Lacazette et Tagliafico, qui sont sortis en cours de match, eux devraient être présents. Mais donc ça interroge sur ceux qui ne sont pas là. Ça interroge sur Mama Baldé, ça interroge sur Akuoku, et évidemment Diomandé, dont vous avez sans doute lu dans l'onglet communauté qu'il était potentiellement sur le départ. Vous me direz, le départ de Diomandé, ça fait des mois, voire des années qu'on en parle, et il est toujours là. Bon, attention, moi je n'ai rien contre le joueur, je pense que c'est quelqu'un de très bien, qui donne tout sur le terrain. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, après il y a la réalité de ce qu'on produit, et pour le moment ce qu'il produit n'est pas bon du tout. Même un joueur qui a été au placard quand même pendant 2 mois, Khaled Tchar, est plus intéressant que lui, donc je crois qu'il faut ouvrir les yeux, et s'il s'en va, on lui souhaitera une bonne suite de carrière, puisque certains joueurs se sont épanouis en dehors de nos contrées lyonnaises. Alors Pierre Sage a été interrogé sur la défense à 3, puisque force est de constater que 2 matchs en défense à 3, 2 victoires. Je crois que moi je trouve que ce système il est très très bien adapté à notre effectif, parce que on a des milieux de terrain, notamment Tolisso, qui ne sont pas toujours très présents sur le plan défensif. On sait que Maxence Cacré lui est vraiment excellent depuis plusieurs matchs dans ce domaine, mais bon, je veux dire, ça fait un peu des trous. Donc dans un 4-2-3-1, ce n'est pas tenable. Vous avez Ryan Cherki, qui fait plus d'efforts que par le passé, mais c'est insuffisant.
Si vous êtes en 3-5-2, bah vous n'êtes pas assez offensif, même si on pourra m'opposer le fait qu'on marque contre Monaco en étant passé en 3-5-2. Et donc lui, et je suis d'accord avec lui, il considère qu'avec 3 défenseurs centraux plus 2 pistons, eh bien on est beaucoup plus solide, ce qui permet à un des deux milieux, donc que ce soit Cacré ou Tolisso, eh bien d'être plus audacieux offensivement et donc d'apporter une sorte de surnombre. Je regrette vraiment, et là je me dis, mais les journalistes, ils ont 30 minutes d'entretien avec le coach, ils ne posent aucune raison, une question sur Ryan Cherki. Ça, je suis quand même stupéfié, parce que Ryan, on a pu attribuer ses prestations difficiles par son positionnement, par un manque de temps de jeu. Là, il est titulaire systématiquement sous Pierre Sage, et je ne vois aucun progrès de sa part, au moins sur le plan offensif, donc ça... la question n'est pas posée, est-ce qu'on a raison de continuer à titulariser Ryan Cherki, que ce soit dans l'aile, que ce soit en soutien des 2 attaquants? La question n'est pas posée, et je trouve quand même que c'est une question absolument essentielle. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux envoyer Jeffinho comme titulaire dans l'aile, dans un 4-3-3, ou dans le 3-4-3, continuer avec le 3-4-3? Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas faire un 3-5-2 en mettant Diawara devant Cacré et Tolisso, ce qui permet, comme Diawara est quelqu'un qui vraiment est un casseur de ligne par le dribble, pourrait apporter du surnombre, etc. Donc toutes ces questions tactiques qui sont quand même très importantes ne sont pas posées, et en tout cas moi je me les pose, peut-être que personne d'autre ne se les pose, mais en tout cas moi je me les pose. Bref, alors par contre une question intéressante qui lui a été posée, est-ce que on ne cède pas un petit peu à une euphorie avec ces 2 victoires, et que ça pourrait nous jouer des tours, et notamment face à Nantes? Et là, alors, on l'aime bien, Pierre Sage, il est très sympa et tout, il nous a ramené un petit peu sur le droit chemin, mais parfois il a un langage un petit peu particulier, très technocratique, avec des termes vraiment, il faut avoir son dictionnaire près de soi pour comprendre ce qu'il veut dire. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est que si certains cèdent à l'euphorie et se relâchent, c'est à nous, le staff et aux leaders du groupe, de les ramener dans le droit chemin. Donc bon, espérons, moi vraiment, j'espère que les joueurs ne vont pas considérer que c'est bon, on est sorti de la zone rouge, on est dans la zone orange, donc il n'y a plus rien à craindre, on a lancé un truc, avec notre qualité, ça va passer, etc., etc. J'espère que les joueurs ne sont pas dans ces dispositions d'esprit. De toute façon, on le saura très rapidement face à Nantes. Alors pour expliquer aussi les clean sheets, puisqu'on sort de 2 matchs avec 2 clean sheets, donc ça évidemment ça fait plaisir, eh bien lui il dit que ces clean sheets c'est surtout le résultat d'une volonté collective de bien défendre ensemble, mais aussi, et là il faut pas se mentir, des arrêts d'Anthony Lopez qui quand même nous a sauvé la mise à plusieurs reprises, et dans les 6 points qu'on a pris sur les 2 derniers matchs, il est loin d'y être étranger. Alors ce système de jeu en défense à 3, il n'estime pas que c'est un système de jeu qui est forcément pérenne. Il dit que, eu égard aux circonstances, à nos difficultés, au besoin de prendre des points, au besoin, n'ayons pas peur des mots, de bétonner, parce que même si on n'a pas des joueurs qui sont tous des joueurs de bas de tableau de Ligue 1, on a actuellement, je dirais, des résultats et une équipe qui joue comme une équipe de bas de tableau de Ligue 1, et qui, par la qualité de certains de ses membres, permet, rappelons quand même que Toulouse c'est un triplé de la Casette, permet quand même de prendre des points. Donc lui, il espère que ce qu'on est en train de mettre en place, va permettre peut-être de faire évoluer le jeu, d'avoir davantage le ballon. D'ailleurs, lui il dit on aimerait bien maîtriser davantage et avoir plus le ballon, comme tous les coachs. C'est quand même plus valorisant, on va dire, de dicter le tempo du match et de construire du jeu plutôt que de bétonner comme des tarés et de prendre l'équipe en face en défense. Surtout dans une équipe comme nous qui avons un budget conséquent et des joueurs extrêmement réputés. Mais bon, donc il n'écarte pas cette possibilité. Alors quand il parle comme ça, on se dit tiens, il sent qu'il va rester. Et justement, il a été interrogé sur cet intérim. Est-ce que cet intérim va se prolonger ? Et lui, il dit, quand j'étais gamin, ado,
J'ai fait des jobs intérimaires et je sais ce que c'est être intérimaire. Ça a un début, une fin, et parfois le contrat est renouvelé, donc il a botté en touche. Mais il sait que, bien entendu, ce sont les résultats qui vont dicter la suite de son aventure en tant que coach principal de l'Olympique Lyonnais. Lui, de toute façon, il s'estime gagnant-gagnant, puisque soit il reste coach de l'Olympique Lyonnais, et c'est quand même extrêmement valorisant pour un gars comme lui qui n'a même jamais songé être coach en Ligue 1, d'être coach de Ligue 1 et en plus dans un club qu'on aime autant. Et il dit, si je suis remplacé, eh bien je serai ravi de retourner en tant que directeur de l'académie. Donc ça vraiment, lui, il est d'une sérénité totale et je pense que ça rejaillit beaucoup sur les joueurs et au final sur les supporters. Alors il a également évoqué Jérémy Bréchet qui est assistant et dont il estime l'apport absolument capital. Il dit que Bréchet, on va dire, agit sur les joueurs et sur les associations de joueurs. Il a un impact très très fort sur les joueurs et donc vous le voyez, Pierre Sage c'est quelqu'un qui ne tire pas la couverture à lui. Alors dans un monde du foot pro où tout le monde estime être le plus intelligent, ou concernant les coachs et le meilleur joueur concernant les joueurs, se voit tous Ballon d'Or. Lui, eh bien écoutez, il s'inclut dans le groupe. En fait, je pense que son idée, c'est justement de ne pas vouloir se démarquer pour montrer que lui, comme tous les autres, font partie d'un groupe. Et d'une certaine manière, son message serait très bizarre parce que s'il se mettait en avant et derrière aller prôner le don de soi auprès des joueurs, se mettre en arrière, même ceux qui jouent pas doivent se sentir part du groupe et tout ça n'aurait pas de cohérence. Au moins lui, sur ce point de vue-là, il est très cohérent. De toute façon, lui, il est dans une position un petit peu particulière puisque comme il n'a jamais rêvé d'être numéro 1 dans une équipe de Ligue 1, tout ce qui lui arrive pour lui, c'est du positif. Et donc s'il est prolongé jusqu'à la fin de la saison, évidemment, ce sera une très très belle ligne dans son curriculum vitae. Et s'il retourne directeur de l'académie pour la fin de son intérim, écoutez, lui, il sera heureux puisque il évolue dans un club qu'il aime et a des fonctions qui lui plaisent énormément. C'est quelqu'un de toute façon qui respire le football, même si, et ça, il ne faut pas le cacher, dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière d'être, il est un petit peu, ennuyeux. Malgré tout, ce qui est important, c'est qu'il arrive à faire passer son message auprès des joueurs et qu'ensuite, sur le terrain, on voit des choses qui nous plaisent. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires. On se retrouve donc mercredi pour le live, dernier live de l'année et des matchs retour. Face à Nantes à partir de 20h50. On espère évidemment vivre quelque chose de très sympa. Une victoire pour passer des vacances de Noël tranquilles et repartir 2024 à fond les ballons. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est ce qu'à n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt.